Monde numérique. Donc formellement, Luc Julia a raison de dire ça, enfin moi je suis d'accord, mais comme il l'appuie sur des arguments qui vont pas, ça discrédite complètement la chose. Bonjour Jean-Paul Krivine. Bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien à la retraite, vous avez beaucoup travaillé en intelligence artificielle et vous êtes rédacteur en chef de la revue Science et Pseudosciences, éditée par l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui est une association qui se présente comme ayant pour but de promouvoir la science et d'en défendre l'intégrité. Et vous signez sur le site de l'AFIS un très long article qui critique le dernier livre de Luc Julia. Alors c'est une critique plus apaisée, plus étayée que ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. On va donc essayer non pas de relancer la polémique, mais de faire de la pédagogie. Que reprochez-vous au livre de Luc Julia ? Alors, déjà avant de dire ce que je reproche, il y a des choses qui ont pu séduire dans le livre. C'est un discours général sur l'intelligence artificielle qui tend à s'opposer un petit peu au discours apocalyptique ambiant. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je partage, en termes de finalité. Ce qui est le problème majeur de ce livre, c'est pas qu'il y a quelques erreurs, il y a énormément d'erreurs, mais en gros, il donne l'impression, et en tout cas dans l'exposé du sujet, que l'auteur ne comprend pas ce qu'est l'IA connexionniste d'aujourd'hui. Il fait une description des réseaux de neurones, de l'IA générative, qui est tout simplement fausse, je dirais, appuie son argumentation sur les erreurs, sur les hallucinations et sur d'autres sujets, sur cette compréhension erronée. Ça discrédite complètement le discours, et puis ça interroge globalement sur ce qui a été fait. Alors c'est là où on a besoin d'explications. Qu'est-ce que c'est que les IA connexionnistes ? Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans toute l'histoire de l'intelligence artificielle. L'IA connexionniste, c'est celle qu'on connaît pour le grand public, même souvent la presse. Quand on parle d'intelligence artificielle, on ramène ça à, l'IA connexionniste. Quand on rajoute connexionniste, c'est souvent par opposition à l'intelligence artificielle dite symbolique qui a caractérisé, on va dire, les années, 1960 jusqu'à la fin, enfin le début des années, 2000 ou fin des années, 90. Pour dire en 2 mots, l'IA symbolique, elle essaye de représenter les connaissances qu'on a envie de manipuler pour faire je dirais des raisonnements. Donc on va représenter explicitement dans la machine ce qu'est un chat, ce qu'est un raisonnement, ce qu'est, moi je sais pas, une machine qu'on essaye de diagnostiquer. Donc c'est de la représentation des connaissances. Donc on l'a décrit au programme, en Voilà, fait, on c'est ça ? décrit au programme des connaissances, on décrit au Mmh. programme des modes de raisonnement, ce qui a été la belle époque de cette intelligence artificielle symbolique, c'est ce qu'on C'est ce appelait qu'on les appelait, systèmes experts, voilà, les systèmes voilà, experts, exactement. qui codaient des règles d'expertise, d'experts d'un domaine. Donc si j'observe telle chose, alors il est possible que telle autre chose en soit la conséquence. Ça, c'est pour faire simple, l'IA symbolique. Et ça a eu des tas d'applications, notamment dans le domaine du jeu. Je veux dire, on a souvent parlé du jeu d'échecs, où on représentait explicitement, je dirais les arbres de décision du jeu d'échecs. L'IA connexionniste d'aujourd'hui, elle est complètement sur une autre approche. On pourrait dire que l'IA symbolique, quelque part, c'est, des raisonnements déductifs. Alors que l'IA symbolique, va procéder complètement autrement. Elle va, essayer de coder dans ce qu'on appelle des réseaux de neurones, le terme on peut le discuter parce qu'il est très Mmh. anthropomorphique, le résultat d'un apprentissage sur énormément de données. Et c'est ça qu'il importe de comprendre et que visiblement, la critique qu'on fait de ce qu'on peut lire dans le livre de Julia, c'est qu'il n'a pas compris ça et tend à ramener le fonctionnement de l'IA connexionniste d'aujourd'hui au mécanisme qu'il connaît de l'IA symbolique d'avant. L'IA connexionniste qui a bénéficié notamment des travaux de Yann Lequin et cetera, c'est ça? Oui, absolument. Yann Lequin, je dirais, est un des, comment dire? Un des pionniers, ça on peut le dire et puis aussi un de Mmh. ceux qui, je dirais, a révolutionné le domaine. Il n'est pas le seul, c'est une œuvre collective, mais Yann Lequin, oui, absolument, qui est un Français Ouais. qui a obtenu en 2019 le prix Turing qu'on considère souvent comme l'équivalent du prix Nobel, en informatique. Mmh mh. En quoi est-ce que ça change la perception, du concept même d'intelligence artificielle? L'IA connexionniste? Bah, ce distinguo entre connexionniste, symbolique, et cetera. Alors, c'est important à comprendre. L'IA symbolique finalement,
on décrit des raisonnements dans la machine, on espère que la machine va on fait tout pour que la machine les reproduise. Donc on a quelque chose qui n'est pas une boîte noire, quelque chose où on peut suivre le raisonnement. Parfois, c'est peut être compliqué, il faut peut-être s'aider d'outils, mais on s'en sort. L'IA, connexionniste, elle fait des sortes d'abstractions et de généralisations sur de gigantesques corpus d'apprentissage dans lequel elle va coder, dans ses paramètres, d'où la distinction entre les données d'apprentissage et les paramètres de son modèle, cette sorte de, on peut dire, de synthèse qu'elle a faite. Alors, je sais pas, peut-être que vous voulez que je donne un exemple pour faire toucher du doigt Oui, ah ouais, volontiers, ouais. c'est un exemple extrêmement simplifié de ce qu'est l'IA, connexionniste. Supposons qu'on veuille, faire prédire à un système la taille d'un enfant en fonction de son âge. Alors, on Mmh. peut rentrer des règles, ça c'est l'IA symbolique, ferait d'une certaine manière. En IA connexionniste, on va faire autrement. On va lui donner énormément de données, d'un certain nombre d'enfants, en donnant leur âge et leur taille. Donc moi, je sais pas, Benjamin, à 10 ans, il mesure 1,10 m, Laura à 8 ans, elle mesure, voilà. Et on va je dirais le faire travailler sur ces données et puis finalement le système je dirais en itérant là-dessus, c'est-à-dire on lui dira à la fin où il trouvera lui-même que c'est vrai ou pas vrai ce qu'il a identifié, où il va trouver des régularités. En fait, il va trouver plein de régularités et il va dire, par exemple, qu'en général les enfants à la naissance font en moyenne, 40 centimètres et puis que chaque année ils gagnent 10 centimètres jusqu'à 10 ans, par exemple. Il va trouver ça et donc ça, les données d'entraînement, c'est les milliers ou les dizaines de milliers de cas qu'on lui a soumis avec la taille, et l'âge. Et puis les paramètres qu'il va garder, c'est juste le 40, qui est les 40 centimètres à la naissance, et le 10 par an, qui est l'accroissement. Il garde 2 nombres, c'est les paramètres. Tout le reste, il l'oublie. Et donc l'IA D'accord. connexionniste a construit son réseau. Alors après, c'est un réseau, c'est 1000 fois plus compliqué que ce que je viens de dire, ne serait-ce que c'est pas 2 paramètres, mais je dirais des milliards et des milliards de paramètres, mais le principe est celui-là. Et on voit bien que dans ce résultat, l'IA n'a rien dans une base de connaissances. Elle a 2 paramètres qui lui permet, si je dis, eh ben voilà, j'ai un enfant qui a 8 ans, il va me dire, bah, il est très probable qu'il ait cette taille-là. Alors, il y a aussi, cette fameuse question des hallucinations des intelligences artificielles génératives. Et alors vous expliquez, si j'ai bien compris, que, en fait, ça ne dépend pas du fait, qu'il y ait des informations vraies ou fausses sur internet. Non, je dis pas ça, je dis pas ça. Le fait qu'il y ait des en fait, d'abord, il faut comprendre ce qu'est une hallucination. Une hallucination, c'est quelque chose d'intrinsèque au modèle. Reprenez mon exemple de la taille et l'âge d'un enfant. Finalement, ce qu'a retenu dans ces paramètres le réseau de neurones qu'on a construit, c'est une relation entre la taille et l'âge. Mais si ça se trouve, si je lui dis: «Voilà, un enfant de 8 ans à quel âge?» et ben, il va me dire, plutôt un enfant de 8 ans à quelle, taille? Il va me dire, par exemple, 1 mètre, Mmh. parce que c'est sa moyenne finalement qu'il a faite, mais dans sa base de données, il n'aura aucun enfant de 8 ans qui avait cet âge-là. Et en fait, l'hallucination, c'est le fait qu'il y ait un décalage entre, ce que le réseau de neurones va produire et la réalité que nous, en tant qu'observateurs, on regarde. Donc dit autrement, pour l'IA générative n'a pas de rapport au vrai. Elle a un rapport au vraisemblable, au cohérent, à tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas le vrai, c'est quelque chose qui a été généré. Alors pour les IA génératives de type ChatGPT, c'est la génération du mot suivant le plus probable. Donc les Mmh. hallucinations, pour les comprendre, il faut fondamentalement revenir à ce que je viens de dire sur les réseaux de neurones. Et ce n'est pas, contrairement à ce que dit Luc Julia, le fait qu'il va chercher dans sa base de données, il n'y a pas de base de données, des informations, mais comme il ne les trouve pas, bah, il compléterait comme il pouvait. Non, ça n'est pas du tout ce fonctionnement-là et que donc pour revenir à votre question, oui, des données qui sont, comment dire? De mauvaise qualité vont induire des raisonnements et des conclusions de l'intelligence artificielle que nous, en tant qu'être humain, quand on va le regarder, va dire: «Il y a plein d'erreurs», on appellera ça des hallucinations. Donc bien sûr, la qualité des bases, des données d'apprentissage sont très importantes, mais intrinsèquement, les hallucinations, c'est le fait que le système génère quelque chose qui est à partir d'un modèle de la réalité, mais pas de la réalité. Donc il y aura toujours des hallucinations et comprendre Mmh. ce phénomène-là, c'est fondamental. Or Luc Julia, visiblement, ne le comprend pas et donc tire des raisonnements qui sont faux. Il dit qu'on pourrait écarter tout problème d'hallucination si on avait, des données extrêmement bien qualifiées. Voilà, il y a plein de conclusions qu'il, tire qui ne sont pas fondées parce qu'il semble visiblement ne pas comprendre ces, IA connexionnistes.
Mmh. Il y a un autre point, Jean-Paul Krivine, bon, c'est peut-être un détail, hein, mais moi, ça m'a fait tilter parce que vous parlez des transformers, les fameux transformers, de Google, hein, et alors moi, j'ai toujours cru, comme beaucoup de gens, que c'était un peu la base, le point de départ des IA génératives et là aussi, vous vous inscrivez en faux, vous dites: «Bah non, en fait, non, ça existait déjà», et cetera, et cetera. Oui. Alors juste une petite remarque au préalable, le fond de la critique sur le livre de Luc Julia, c'est que et donc probablement de ses conférences, c'est qu'il donne l'impression de ne pas comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle, connexionniste. Il se trouve qu'en plus et dans mon article, je donne des tas d'exemples, ça fourmille d'erreurs, je dirais d'anecdotes qui sont pas fondées, d'approximations qui sont en fait erronées. Donc l'affaire des transformers, je vais y revenir, n'est pas, comment dire, l'élément fondamental. Je crois qu'il faut garder ça en tête, mais il dit exactement: «Grâce aux transformers, on a enfin pu prédire le mot suivant dans les IA génératives». Ça, c'est pas vrai. On savait le faire avant, mais Mmh. pour faire un peu simple, on savait pas le faire de manière efficace telle qu'on voulait le faire. Donc les transformers sont vraiment une révolution de ce point de vue-là, ou une avancée majeure, parce qu'ils ont offert une manière de le faire de manière beaucoup plus efficace. Ça, il se trompe en disant c'est grâce aux transformers qu'on prédit le mot d'après. Et puis il dit d'autres choses juste après, dans quelques phrases après, en disant mais de toute manière on n'a rien pu en faire pendant 5 ans parce que les CPU et les GPU, enfin en gros les processeurs qu'on utilise dans l'intelligence artificielle ne savaient pas faire de calcul parallèle à ce moment-là. Il a fallu attendre un peu. Ce qui n'est pas vrai. D'une part, ces CPU, ces GPU existaient, et deuxièmement, sitôt publié l'article sur les transformers par une équipe de Google, il y a eu tout de suite des applications dont il me semble, la première version de GPT. Est-ce que ces, précisions techniques ou imprécisions, selon vous, sont de nature à, fausser le raisonnement global? Alors ça, c'est un débat qui est intéressant. On peut avoir un propos général sur l'intelligence artificielle, son impact dans la société, je dirais sans forcément être un expert de tous les sujets liés au connexionnisme. Et inversement, on peut être un expert des sujets au connexionnisme et raconter, n'importe quoi sur les impacts dans la société. C'est ce que je disais Ouais. au tout début, c'est les rapports entre science et société, en débat de société. Les débats de société ne se ramènent pas à la science, et la science n'est pas, comment dire, prescriptive de ce qui doit être fait. Ceci dit, Et c'est comme ça que, pardon, pour étayer ce que vous dites, c'est comme ça que des tas de gens prennent la parole sur l'intelligence artificielle, sans être des spécialistes de l'intelligence artificielle et en étant, sociologues, philosophes, et oui, cetera, et cetera. ce qui me pose aucun problème, je veux dire dans le débat public, tout le monde est légitime pour le faire, et Bien que sûr. quand on se place sur un débat de société, on peut le faire. Encore que, et c'est ça la question, il faut quand même, dès lors qu'on fait référence à des connaissances scientifiques et techniques, ne pas raconter des âneries qui du coup discréditent complètement le propos, et ne pas faire reposer ce qu'on raconte sur des, arguments qui sont faux. Or, c'est ce que fait Luc Julia. C'est-à-dire que le propos général, je l'ai dit, tout à l'heure, pour dire que, il y a, comment dire, une bulle autour d'internet, qu'on nous dise que ces machines sont intelligentes, vont prendre le pouvoir et qu'il y a une vision apocalyptique, ce n'est pas fondé. Quand on sait comment ça marche, quand on explique, ce n'est pas fondé. Donc formellement, Luc Julia a raison de dire ça, enfin moi je suis d'accord, mais comme il l'appuie sur des arguments qui vont pas, ça discrédite complètement la chose. Je vais prendre une Mmh. illustration, une analogie, ça reste une Mmh. analogie. Imaginez un médecin qui parle des antibiotiques et de la vaccination en disant: «Attention, faut pas trop utiliser les antibiotiques, attention enfin au contraire la vaccination c'est une bonne chose, ça protège», et qui illustrerait son propos en mélangeant ce qu'est des bactéries et des virus. Du coup, on comprend plus rien sur, le fondement sur, les antibiotiques, et qui ne comprendrait rien à l'immunité qui est le fondement de la vaccination. On pourrait dire son propos est juste, faut pas trop user les antibiotiques à tort et à travers, faut promouvoir la vaccination, moi je peux être d'accord avec ça, mais le discours qui est sous-jacent est erroné, donc ça discrédite tout. Et je pense que c'est Ouais. exactement l'analogie que j'ai envie de faire sur le livre de Luc Julia. Donc finalement, c'est moins choquant un je sais pas, encore une fois, un sociologue ou un philosophe qui avancerait des théories et des concepts et des analyses sur l'IA, à condition qu'il ne s'appuie pas et qu'il ne cite pas de références techniques. Dans ce cas-là, ça passerait crème. Non, 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 oui, vous avez raison de mon point de vue, c'est pas ça que je veux dire. Je ne veux pas dire que seul aurait le droit de parler de technologie, enfin de plutôt de questions de société qui impliquent la technologie, les experts du domaine.
Parce que dès lors qu'on parle de conséquences dans la société, on relève d'un domaine où le scientifique n'a pas réponse à tout parce que la science ne Mmh. dit pas ce qu'il faut faire. Donc je dis, je ne veux absolument pas enlever la légitimité de tas de gens qui interviennent là-dessus. Ce que je dis, c'est quand on intervient sur un sujet, il faut s'assurer de ne pas raconter n'importe quoi sur les bases technologiques sur lesquelles on s'appuie. Voilà, donc il y a des sociologues qui racontent n'importe quoi, qui racontent, je veux dire des choses sur, l'intelligence artificielle, sur plein d'autres choses. On a des sociologues dans la crise du covid qui ont raconté, n'importe quoi, sur la question de du virus. Donc on peut avoir ce même genre de choses chez, d'autres personnes, c'est pas plus légitime et je veux juste séparer le domaine de l'expertise où quand on s'appuie dessus, il faut qu'elle soit exacte, hein. Il y a pas besoin d'être un expert, du domaine de ce qu'on raconte sur la société où il Ouais. faut fonder les choses sérieusement. Quel que soit le public auquel on s'adresse et quels que soient, le les messages qu'on parvient finalement à faire passer? Ah oui, je pense qu'il y a aucun public qui mériterait qu'on raconte n'importe quoi. Sur mon analogie, c'est la question, des microbes et des virus pour les antibiotiques et sur l'intelligence artificielle, mélanger, paramètres et données. Mais ça va plus que ça, hein, c'est pas simplement mélanger paramètres et données. C'est penser que le système de connexionniste travaille en allant chercher dans une base de données la réponse qu'il veut, ce Mmh. qui est tout simplement pas vrai. Donc non, quel que soit le public auquel on s'adresse, on doit pouvoir, je vais employer le terme, vulgariser les choses sans déformer la connaissance scientifique ou je veux dire, on évite de vulgariser si on la comprend pas. Mais donc quel que soit le public, il faut juste adapter la manière d'être, de la pédagogie qu'on utilise. Ouais. On a beaucoup reproché à Luc Julia son audition au Sénat. Est-ce que vous pensez véritablement que tout ce qu'il a pu dire au Sénat pourrait orienter les sénateurs dans une mauvaise direction? Ça soulève un problème beaucoup plus, général qui est, celui, de nos élus et d'une certaine manière aussi des médias. C'est comment on choisit nos experts. Les experts qui vont intervenir là-dessus. Il y a un vrai problème de déficit au niveau de la décision politique qui est de rendre explicite, de donner la transparence sur quel corpus de connaissances ils s'appuient pour prendre leurs décisions. Et donc, dit derrière, c'est quels experts ils utilisent, quelles agences ils vont consulter pour, dire voilà, pour faire ceci, cela. Donc qu'ils soient, auditionnés au Sénat, bah, je veux dire, les sénateurs, ont peut-être été, comment dire? Impressionnés par son aura médiatique et se sont dit: «C'est quelqu'un de sérieux». Les médias sont peut-être entre eux auto-alimentés en disant: «Bah, finalement, si les confrères l'invitent, c'est qu'il est très pertinent» et puis il a un discours qui peut séduire et puis il parle bien. Donc voilà, je ne sais pas si, les sénateurs vont être, complètement, influencés parce que par quoi? Ce qu'il a dit finalement, il a raconté pas mal d'âneries sur l'intelligence artificielle, mais sur la partie technique et scientifique. Mais je veux dire son discours général, bah, les sénateurs vont le prendre comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais ça pose la vraie question derrière qui est comment on choisit un expert. Je voudrais aussi quand même revenir sur cette controverse, si vous voulez bien, en rajoutant Mmh. un point. On m'a reproché aussi, de comment dire? De faire un lynchage médiatique vis-à-vis de Luc Julia. Alors je pense pas que ce soit à vous qu'on l'ait reproché, Non, mais ça a et été c'est un peu reproché. Moi, oui, oui, ça a été bon, on me l'a aussi reproché puis reproché, hein, sur les mmh. réseaux sociaux, on m'a dit: «Mais pourquoi participer, au lynchage médiatique de Luc Julia? Pourquoi pas d'autres?» Alors d'autres, on a aussi critiqué d'autres et puis on a dit à Mmh d'autres, mh. au contraire, que Mmh. c'était très bien. Yann LeCun écrit des choses, passionnantes. Mais ce n'est pas un lynchage médiatique. Je voudrais juste dire que quand on s'expose volontairement sur les médias, qu'on accepte d'aller parler partout, dans tous les journaux, dans toutes les télévisions, qu'on passe devant le Sénat, bah, faut aussi accepter à un moment donné que quand la critique est sur la place publique, elle soit médiatisée. Et on peut pas dire dans un côté quand on propulse en avant quelqu'un médiatiquement, c'est très bien et quand on le critique et que c'est médiatisé, dire que c'est un lynchage médiatique. Il Mmh. faut en revenir, ce que vous faites là et c'est très bien, sur le fond des arguments, sur, les questions que ça pose et le fait que je ne suis pas dans le cerveau de Luc Julia, je ne sais pas s'il comprend ou il comprend pas, l'IA connexionniste, mais ses écrits montrent qu'il ne la comprend pas. Est-ce que, il y a pas aussi le fait qu'à un certain moment, des personnalités deviennent avant tout des personnalités médiatiques et on les invite pour faire le show d'une certaine manière et ce qu'on attend d'elles, c'est pas forcément une expertise, mais c'est un regard, c'est une prise de parole, c'est une séquence, un moment, surtout, dans des émissions de divertissement aussi, hein, et ça les scientifiques, les experts d'un domaine, ne supportent pas en réalité, en fait. Oui, mais enfin, si quand même le but, il est quelque part, d'informer,
vous avez tout à fait raison. Un journaliste, il a envie que son truc soit vivant. Un animateur de télé, il a envie que les auditeurs ne s'endorment Ouais, pas. Voilà, mais certainement. même des entreprises qui font des conférences, voilà Voilà, mais et ça ne justifie pas que soit raconté n'importe quoi sur le sujet et j'insiste, les erreurs qu'on a relevées dans son livre, alors on a pris son livre exprès parce que c'est écrit, que je veux dire ça condense ce qu'il dit dans les conférences, mais au moins chacun peut vérifier, c'est écrit et on peut estimer qu'il a relu ce livre, montre que c'est une incompréhension fondamentale de l'IA connexionniste. C'est pas quelques erreurs qu'on va chercher, qu'on met en épingle. J'en ai mis, hein, par ailleurs, il y en a plein partout. mmh, On mmh n'a pas mh. tout balayé, mais je veux dire, il y a des incompréhensions fondamentales et ça disqualifie pour aller parler, si l'objectif du journaliste est de parler de ce sujet-là, ça disqualifie. Parce que, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est quelle crédibilité finalement pour le journalisme si, sous prétexte que la personne parle bien, a du bagou, bah, finalement, on peut la laisser, dire, un peu n'importe quoi sur le fond du sujet, au nom éventuellement d'un discours plus général qui est entendable, à savoir qu'il Ouais, faut, voilà c'est et c'est ça le fond du problème. merci Jean-Paul Krivine, merci pour ces précisions, et chacun se fera son opinion, j'ai envie de dire, sur la polémique elle-même. Voilà et on vous retrouve donc sur le site de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Oui, alors pour faire un peu de publicité, c'est Allez-y. www.afis.org où l'article en question, est en accès libre. Tous nos articles sont en accès libre. Merci beaucoup. Merci bien pour l'invitation.